Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Je m'appelle Alice Mignot, je suis psychologue clinicienne et docteur en éthologie et je me suis spécialisée dans la vulgarisation scientifique sur le comportement canin et l'éducation canine bienveillante dans l'objectif de réduire la frontière entre la recherche et le terrain. En parallèle de ce podcast, j'anime donc des webinaires d'éthologie appliquée aux chiens de compagnie et de médiation animale et du suivi individuel en éducation canine, en présentiel sur Lyon ou en visio. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute et lui mettre 5 étoiles, voire un petit commentaire, afin de me donner du courage et de la visibilité. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage ou des personnes qui ont encore un peu de mal avec l'éducation positive. Et si vous voulez soutenir financièrement le podcast, c'est maintenant possible sur Tipeee avec des tips mensuels. C'est quelques euros pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et de rien si vous avez la chanson dans la tête. Toutes les informations se trouvent dans la description de l'épisode. Bonne écoute! Bonjour à tous, donc c'est l'épisode de juin, puisque je fais une pause normalement tous les étés. Donc cet épisode sort en juillet, mais en même temps je suis en train de boire un thé de Noël parce qu'il fait 11 degrés. Donc bon. Dans cet épisode, j'aborde donc les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Merci à ceux qui ont joué le jeu. J'ai évidemment fait un tri dans les questions, sinon ça aurait été un épisode de 50 ans. Donc désolée si je ne réponds pas à vos questions. N'hésitez pas à me les envoyer en message privé. Et j'enregistre dans mon nouvel appartement, donc je ne suis pas encore sûre de la qualité du son. Vous entendrez peut-être des petits oiseaux, peut-être des tronçonneuses ou peut-être les pas de Michael. J'en suis fortement désolée. Je vais donc commencer par les questions un peu spécifiques et je finirai sur mes projets pour la rentrée. Comme ça, ceux qui s'en fichent de ma vie, vous pouvez arrêter une fois que j'ai fini les questions spécifiques. Donc la première question, c'est qu'est-ce que je pense de la catégorisation des chiens ? Alors, si vous voulez mon avis, c'est de la merde. Parce que on a décrété que certaines races étaient plus dangereuses que d'autres, ce qui n'est pas le cas et ce qui n'est pas du tout validé scientifiquement. Je vous renvoie au rapport de l'ANSES en 2020 qui est sorti du coup sur les morsures. Et dans les facteurs d'émission, on n'a pas la race. Alors oui, ce sera toujours plus dangereux un croisé staff qui mord qu'un Yorkshire. Les dégâts seront toujours plus importants, ça je suis d'accord. Mais je pense que la dangerosité d'un chien varie beaucoup plus... je pense, et c'est ce qui ressort dans la science aussi. Mais donc le facteur de dangerosité d'un chien est beaucoup plus lié à la façon dont il est éduqué, à ses expériences de vie. Entendez, tout ce qui est coercitif risque de créer un chien mordeur, mais aussi tout ce qui est chien élevé dans une cave qui a jamais rien vu, que la race quoi. Enfin, je veux dire, vous avez un croisé staff ou un boerbull qui ont été élevés dans des bonnes conditions, qui ont une bonne socialisation, une bonne familiarisation. Ils ont beau faire entre 30 et 50 kilos et avoir une mâchoire qui peut effectivement tuer quelqu'un, ils ne l'utiliseront pas tout simplement. Et par exemple, là, il y avait eu la question de la catégorisation des Malinois. En fait, c'est aussi une protection vis-à-vis de ce qui peut se passer. Vous doutez bien que le but précis de base de cette loi sur les catégorisations, c'était d'empêcher des jeunes de cité, parce qu'on va assumer quand même cette loi, de détenir des pitbulls, de faire des combats de chiens, des élevages dans les caves, et de réduire les morsures. Moi, personnellement, en consultation, j'ai énormément de chiens mordeurs et, fun fact, je n'ai pas un seul pitbull. Et pourtant, j'en ai en consultation pour d'autres choses. Donc voilà, je trouve que cette loi est cool. Je pense qu'elle devrait être abolie et qu'on devrait surtout tous avoir un permis en fait pour pouvoir posséder un chien. Et que dans ce permis, il n'y ait pas des dictons à la genre la hiérarchie, genre les colliers étrangleurs et électriques ça fait pas mal. Quelque chose qui est basé sur l'éthologie, sur le bien-être du chien et sur la sécurité pour les humains. La deuxième question, c'est que dire à quelqu'un qui est sceptique sur le fait que la science dit que l'éducation positive, ça marche mieux sur du long terme que l'éducation coercitive. Moi, les gens qui sont sceptiques, je leur demande toujours « Ok, pourquoi ? Et quel argument ? Tu m'opposes à ça ?» Quand les gens me parlent de leur expérience, alors parfois ça peut être « je suis éleveur de chiens depuis 40 ans », je leur dis « ok, mais ça reste de l'expérience empirique ». Ce qui est intéressant avec la science, et évidemment, moi quand je parle de science, je parle de vraies études faites par des vrais docteurs en éthologie ou vétérinaires, sur des vrais chiens qui ont été validés par des comités d'éthique, des comités de recherche, puis qui ont été publiés dans des revues et donc validés par des pairs, PAIRS. Et je parle pas d'un article sur Psychologie Magazine. Mais du coup, ce que je dis aux gens, c'est qu'en fait, oui, ton chien,
peut ne pas réagir comme ce qui a été dit dans la science. Mais ce qui est intéressant au niveau scientifique, en fait, c'est que on va donc faire, par exemple, en éthologie, on va faire un éthogramme, on va faire des observations, on va encoder ces observations, puis on va faire ce qu'on appelle des analyses statistiques. C'est un truc pour lequel je ne suis pas douée et que je délègue assez régulièrement, mais ce qui est bien avec les analyses statistiques, c'est qu'elles vont vous dire est-ce que le petit p est significatif ou pas, inférieur à 0,05. Et si ce petit p est significatif, ça veut dire qu'on peut exporter ce qu'on a vu sur notre échantillon observé à la population générale. Ça veut donc dire que si j'ai plusieurs études qui montrent que le renforcement positif est meilleur pour la relation humain-chien, pour le bien-être des chiens, pour l'attention du chien sur son humain et pour les niveaux d'obéissance, et que c'est validé d'un point de vue statistique, c'est donc généralisable à tous les chiens. Et peut-être qu'un chien obéit avec des méthodes coercitives parce qu'il a peur, parce qu'il est complètement dépendant de son humain, parce qu'il est en impuissance acquise, etc. Mais nous, ce qu'on prône dans la vraie éducation positive, c'est qu'on veut pas juste un chien qui obéit, on veut un chien qui obéit et qui est bien dans ses pattes. Voilà, je sais pas si c'est très clair, sinon je vous renvoie aux les épisodes que j'ai fait sur survivre face à tonton Roger à Noël, où je reprends quand même pas mal d'arguments pour pouvoir discuter avec les Ensuite, j'avais une question sur comment empêcher un chien de tout manger. Alors là, je pense que ça mérite quand même une consultation individuelle. Donc on peut bosser le refus d'appât. Si vous avez un labrador qui a le gène du glouton, ça devient tout de suite un petit peu compliqué. Il peut y avoir aussi des TOC qui sont liés à tout manger. En cas d'urgence et de risque d'intoxication, on peut éventuellement opter pour une muselière cage, le temps de vraiment bosser le comportement et de sécuriser en même temps. Ensuite, il y a quelqu'un qui m'a demandé si dire non tout le temps, c'est de l'éducation. Bah non. En fait, pour moi, l'éducation, le truc principal qu'on fait, mais que ce soit chez les chiens, mais chez tous les animaux, humains compris, c'est de rendre l'individu autonome dans ses décisions et vers les bonnes décisions. Par exemple, mon chien sensible, qui a peur des enfants et qui pourrait en bouffer un de peur, je lui ai appris à, déjà de 1, les enfants, c'est pas méchant. Donc j'ai changé l'émotion. Et au niveau du comportement, je lui ai appris à prendre ses distances, plutôt que d'avoir éventuellement une attitude proactive. C'est ça qu'on attend dans l'éducation, enfin en tout cas que moi j'attends. Et du coup, si je dis juste non à mon chien tout le temps, en fait, je lui apprends rien et je le rends surtout pas autonome. C'est-à-dire que s'il a besoin de moi tout le temps pour le stopper dans un comportement, ça veut dire qu'il n'a pas appris à avoir les bons comportements. Donc ça veut dire par exemple, je reprends l'idée du chien sensible avec les enfants, mais moi je sais que je peux laisser Bocuse avec des enfants et que si jamais il y a trop de stress, que c'est trop pour lui, il va s'éloigner. On a vraiment appris ça et on l'a bien bossé. Si je faisais juste lui dire non, par exemple, à chaque fois qu'il grogne sur un enfant, déjà j'enlève le grognement, donc on est toujours plus près de la morsure, et surtout, le jour où je suis pas là, en fait, il va pas du tout être indépendant dans sa décision, il va juste paniquer, et il peut mordre de panique. Bref, tout ça pour dire que on peut dire non à son chien, dans le sens où c'est un réflexe vachement humain de dire non, mais ça n'a pas de sens et surtout ça lui apprend rien sur du long terme. Ça lui apprend juste à arrêter un comportement. Et j'en parlais avec une nana la dernière fois. En fait, ce qui est intéressant, c'est de demander ce qu'on attend plutôt que d'être là en disant non et en empêchant le comportement dont on n'a pas envie. Je vous rassure, ça m'arrive de dire non à Bocuse, personne n'est parfait. Mais par exemple, pour pas bouffer de la nourriture, je vais plutôt lui dire tu laisses parce que ce que j'attends c'est de laisser. S'il tire en laisse, je vais pas lui dire non, je vais lui dire doucement, etc., etc. En fait, c'est juste l'idée de dire ce qu'on attend plutôt que d'être juste dans la punition. On m'a posé la question des stratégies pour un chien sensible, alors j'ai fait 2 épisodes sur la peur et l'anxiété chez les chiens et chez Boc entre autres, où j'ai essayé de vous donner quelques solutions. Rien ne remplace un suivi individuel bien évidemment, mais quand on a un chien sensible, le maître mot c'est patience. C'est vraiment ne jamais vouloir pousser son chien et ne jamais le pousser. Si on veut aller trop vite et qu'on n'y arrive pas, déjà on va être frustré. Et surtout, si on pousse notre chien, on va le sensibiliser encore plus plutôt que de l'habituer. Et c'est là qu'on risque la cata. Il y a quelqu'un qui m'a demandé les indispensables pour les premières vacances. Je n'ai pas de vacances, donc je vais essayer de m'imaginer en vacances. Déjà, pensez à acheter les bases, un sac à dos, une gourde, une gamelle pliable. Ça, c'est vraiment les indispensables, parce que l'été, il est censé faire chaud, quelque part dans le monde en tout cas.
Donc pensez bien à hydrater votre chien et éventuellement à vous hydrater aussi. Ensuite, de bien regarder si c'est les endroits où on va accepter les chiens. C'est pas évident partout et parfois il y a des petites conditions qu'il faut bien regarder. Bien penser à si on doit laisser notre chien seul. Par exemple, si on a décidé de faire des visites de musée, c'est pas autorisé aux chiens, ou de faire, je sais pas, le tour des églises. C'est pareil, c'est pas autorisé aux chiens. Donc qu'est-ce qu'on fait du chien? Évidemment, on ne le laisse pas dans la voiture. Donc il faudra bien avoir un chien, en tout cas qui est habitué à rester seul dans différents endroits, entre autres, je sais pas, dans votre Airbnb ou dans votre hôtel, ou location d'un autre site. Bien penser à prendre son carnet de santé en vacances, on sait jamais, et ce sera toujours utile. Et surtout, ça c'est spécifique particulièrement à l'été, mais bien penser à lui mettre un anti-tic avant de partir et à vérifier les tiques et les épillets. Si vous ne savez pas ce que c'est les épillets, je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais regardez sur internet, les épillets c'est notre pire cauchemar de l'été. Et c'est à bien vérifier en rentrant de balade, et si vous avez le moindre doute, d'emmener votre chien chez le vétérinaire. Ah oui, et j'ai oublié, si vous prenez des transports, genre le bateau ou le train, en tout cas pensez bien au fait que votre chien a besoin de calme. Donc, on évite de le prendre et de le foutre au milieu de la foule et de se dire YOLO, on verra ce qui va se passer, mais vraiment de lui accorder des moments de calme. Et par exemple, si vous allez en Corse, si vous avez de la chance, donc il y a des aires de pipi sur les bateaux qui sont pas l'idéal, mais voilà, essayez d'y aller dans des moments où il n'y a pas trop de monde, histoire que votre chien, en plus du stress du bateau, il n'ait pas le stress de la foule. Voilà, on m'a demandé mes recommandations de lecture. Alors, comme d'habitude, les livres de Charlotte Duranton, Le comportement de mon chien, et le livre qu'elle a écrit avec Cécile qui s'appelle J'éduque mon chien avec bienveillance, qui sont pour moi les indispensables. Les signaux d'apaisement, malgré toutes les controverses, blablabla, restent une base pour moi, pour les adoptants de chiens, pour tout simplement mieux comprendre leur chien et leurs premiers signaux d'inconfort. Je conseille très fortement le nouvel art de l'éducation qui parle d'éducation positive chez les chiens, mais d'éducation positive d'une façon plus générale. Donc ça s'appelle le nouvel art de l'éducation, ou en anglais ça s'appelle Don't Shoot the Dog, ne tuez pas le chien. Je suis en train de lire, si je puis me permettre, si je n'aime pas combien il y a de pages. Le chien et son langage de Katia Kraus et Gabi Mawe, aux éditions du Génie Canin, qui est un espèce d'énorme bouquin sur la communication canine. Alors il y a vachement de photos et de décryptage. Il coûte 85€, donc voilà, c'est un investissement. Je sais pas si c'est un investissement qui intéresse le particulier. Voilà, moi j'aime bien et je pense que pour les pros c'est quand même cool. Et en recommandation lecture, je vous conseille le BAT 2.0, même si le BAT 3.0 va bientôt sortir, donc c'est peut-être pas un investissement à faire maintenant. Et en anglais, j'ai commencé Positive Training for Aggressive Dogs, qui est du coup de l'éducation positive pour les chiens agressifs. Voilà, c'est toujours dans le but, moi, de me perfectionner sur prévention, réactivité et réaction à la réactivité. Et dernier conseil lecture, je suis en train de lire Comportement du chien, clinique et thérapeutique, comprendre, résoudre et prévenir les troubles du comportement par Isabelle Vieira, qui est donc docteur vétérinaire, pardon. C'est pas mal. Mais voilà, il y a 2-3 petits trucs où je râle un petit peu. Mais je râle pas à niveau éduc-dog ou des trucs comme ça. Et voilà. Et du coup, je vous l'annonce maintenant, mais normalement, en février 2025, il y aura le livre d'Alice Mignot, moi-même, sur l'éducation positive, le comportement canin, etc., qui j'espère sera d'une grande qualité. Quelqu'un m'a posé une question sur l'éducation positive des vaches. Est-ce que c'est possible? Comment? Alors c'est possible, exactement comme avec les chiens, les chats, les poules, tout ce que vous voulez. Nous à Eto Park, surtout Hélène, elle bosse avec un clicker. Ça marche super bien avec les poules et ça marche très bien avec les vaches. Par exemple, les nôtres, donc on a 2 vaches bretonnes pinot croisées Galloway, qui étaient désensibilisées à la prise des sabots pour pouvoir leur vérifier, leur couper au clicker training. Donc voilà, c'est totalement faisable. C'est comme avec les chiens, il faut avoir un bon renforçateur, marquer au bon moment et essayer de contraindre le moins possible. Il y a une personne qui m'a posé une question que je suis pas sûre d'avoir compris, mais c'est quels sont les avantages d'avoir un chien rustique? Je pense que les avantages principaux, c'est qu'il va être plutôt résistant à pas mal de maladies. Je vois quand même pas mal d'inconvénients.
Ces derniers temps, j'ai suivi pas mal, je ne sais pas comment je suis arrivée dans ce milieu-là, mais je suis pas mal de chiens de berger en consultation qui arrêtaient souvent leur vie de chien de berger pour venir à la vie de chien de compagnie, quoi. C'était très compliqué. Enfin, il y en a beaucoup où c'était tellement compliqué que la vie de tous les jours, vraiment, c'était impossible. Donc pour moi, les avantages d'un chien rustique, c'est qu'il va être très proche de son humain, qu'il est assez résistant aux maladies. Par contre, moi j'aurais tendance à dire que ça peut être un peu compliqué, par exemple si on va en ville ou dans les contacts avec les congénères. Mais comme d'habitude, on a une part de génétique et une part d'environnement, donc ça va dépendre et de sa lignée et de ses parents et de là où il est né, mais également des expériences de vie qu'il va avoir. Une personne m'a posé une question, demandé est-ce que nos chiens voient nos sourires comme quelque chose de positif. Je n'ai pas de réponse scientifique, donc je vais répondre selon ce que moi je pense, par rapport aux lectures que j'ai pu faire. Une partie de moi aurait envie de dire tout ce qui montre les dents peut être interprété par le chien comme montrer les dents chez lui, c'est-à-dire ne pas être très content. Et de l'autre côté, j'ai envie de dire les chiens ils sont domestiqués depuis tellement longtemps que je pense qu'ils ont commencé à comprendre que nos mimiques faciales étaient quand même pas exactement les mêmes que les leurs, et donc pourraient voir nos sourires comme quelque chose de positif. Une personne m'a demandé est-ce que la cage est une bonne idée pour faire dormir les chiens. Là encore, j'ai pas la science infuse. La cage, ça peut être super, comme ça peut être le pire cauchemar d'un chien. Moi, j'utilise la cage de transport en voiture et j'ai utilisé avec Elliot qui est maintenant décédé, la cage dans l'appartement quand, par exemple, on déménageait et qu'on utilisait des produits chimiques pour nettoyer le sol et les murs et que j'avais surtout pas envie qu'il les lèche. J'avais fait en sorte que ce soit un endroit assez sécure pour que si je ferme la porte, il n'y ait pas de panique. La cage peut être un endroit sécure, mais évidemment, on laisse pas son chien des heures et des heures dans une cage. C'est impossible, c'est contre la loi même, donc voilà. On n'apprend pas la propreté à un chien avec une cage, on n'apprend pas la solitude à un chien avec une cage. Par contre, ça peut être pratique pour lui faire un petit endroit sécure. Et par exemple, moi à un moment, j'avais hésité à reprendre une cage en appartement ouverte, mais juste pour faire un coin à Bocuse parce que tout simplement son lit c'est mon lit, le canapé, son coussin par terre, ses plaids machin, et que j'en avais un peu marre que ce soit partout et nulle part à la fois, et que surtout quand on avait des invités je voulais qu'il ait son espace. Je l'ai pas fait, au final son espace c'est devenu mon lit tout court. Quand il y a des invités qui stressent, il va tout seul dans mon lit. Mais voilà, il n'y a pas de comment dire, j'ai pas d'avis tranché sur la cage. Mais en tout cas, pour moi, si on prend un chien pour le foutre en cage, c'est qu'on n'a pas vraiment envie d'un chien. Par contre, on peut transformer ça pour quelques minutes, quelques heures, en truc assez pratique. Et par exemple, imaginons le scénario catastrophe qui est arrivé à ma collègue. Votre chien se pète les pattes. Repos pendant 3 semaines, voire plus. La seule solution, c'est la cage, en fait. Si vous voulez vraiment bien réparer votre chien, alors une grande cage, activité masticatoire à balles, etc. Par contre, il n'y a pas 36 000 solutions, donc il faut que votre chien il soit déjà habitué à ça pour que ce soit pas traumatique. Dernière question, parce que je l'ai gardée parce que j'étais contente que quelqu'un s'intéresse à ça. Donc c'est comment on fait pour adopter un chat de laboratoire. Donc moi, pour la petite histoire, Michael, du coup, je l'ai adopté l'été dernier. C'est un chat de laboratoire. C'est un laboratoire pour lequel j'ai travaillé en consulting, amélioration du bien-être et des espaces. Donc clairement, je l'ai rencontré, j'ai eu un coup de cœur et j'ai dit, lui, je veux l'adopter. Pour des questions de confidentialité, je ne peux pas vous donner le nom du laboratoire. Et de toute façon, la plupart des laboratoires réservent les adoptions aux gens qui travaillent sur site. Vous pouvez passer par une association qui s'appelle le Graal, qui s'occupe de prendre des chiens et des chats, des lapins et de les faire replacer. Donc parfois vous les trouvez en refuge ou pas. Sachez que ça a l'air absolument exceptionnel de prendre un animal de laboratoire. C'est compliqué. Voilà, moi je pense que j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance et j'avais aussi 3 semaines pour me consacrer uniquement à mon chat. Voilà, ça reste compliqué. On adopte un animal parfois qui n'a même pas vu la lumière du jour. Alors on s'amuse pas comme il y a des vidéos que j'ai vues. Franchement, parfois je me dis, mais en fait les gens, la protection animale, il y en a plein qui ne comprennent rien au comportement canin. Mais par exemple, on va pas prendre un chien de labo qui n'a jamais vu ni l'herbe ni la lumière et ouvrir toutes les cages dans l'herbe et les regarder découvrir ça. Ça s'appelle clairement de l'immersion. Soit on fait la lumière, soit on fait l'herbe, et en tout cas on leur laisse toujours le choix. Par exemple, si vous adoptez un chien de labo, vous pouvez l'exposer à l'herbe, mais faut toujours avoir un backup sur un sol connu
genre du béton, et pas juste le foutre dans l'herbe et le laisser se débrouiller avec ses sensations corporelles qui peuvent être parfois gênantes. Bref, vous pouvez passer par des associations, et surtout faites-vous accompagner par quelqu'un qui a déjà bossé en laboratoire et ou qui a en tout cas une idée de commencer. On en est déjà à 25 minutes d'enregistrement, donc je vais finir sur moi. Donc si vous vous intéressez pas à ma vie, n'hésitez pas à couper maintenant. Du coup, on m'a posé une question sur la gestion de mon emploi du temps. Alors, comment vous dire que je suis toujours complètement débordée, que ça ne change pas et que je ne sais toujours pas m'organiser. Donc globalement, là, cet été, je me concentre uniquement sur la pension et sur la rédaction de mon livre, mais aussi sur la rédaction d'un programme de recherche, sur la mise en place de mes webinaires en uniquement replay et sur le développement d'une école du chiot à partir de la rentrée. Donc à la rentrée, je réduis la pension à certains week-ends pour les clients réguliers ou uniquement en vacances scolaires. Des séances de médiation animale, bien évidemment, ça on continue. Et on aimerait bien s'ouvrir aux populations précaires et aux migrants. Donc on va voir comment on peut mettre ça en place. Donc j'aurai mon école du chiot, je vais me remettre à la recherche, ça je suis contente. Je vais me remettre à la formation, entre autres avec les copains de Solivette, donc je suis plutôt contente. Et dans mes préférences pour ce que je fais, je sais pas. En fait, j'aime bien la pension, mais ça a quand même un côté hyper chronophage et énergivore. Donc je pense que je pourrais pas passer ma vie à faire ça, en H24 en tout cas. Je pense que ce que je préfère en ce moment, c'est la médiation animale et l'éduc, entre gros guillemets. Parce que du coup, en ce moment, je fais pas mal d'éduc en présentiel. Alors, c'est vraiment du comportement canin. Entendez-nous, je ne sais pas apprendre un chien plein de tricks. Mais j'aime beaucoup le fait que ça change des choses et que voilà, dans la semaine, les gens m'envoient un message en me disant putain, ça a trop changé dans notre vie, merci beaucoup. Et ça me fait du bien parce que je sais que si eux, ça leur fait du bien, ils vont être forcément encore plus positifs avec leur chien. Et j'ai oublié de dire, mais à la rentrée, j'ouvre aussi en tant que psy en libéral. Donc pour personnes anxieuses et phobiques, je ne sors pas de mon domaine d'expertise. Voilà, du coup j'aurais ça aussi à rajouter dans mon emploi du temps. Donc est-ce que j'ai des nouveaux projets? Oui, du coup, j'ai les webinaires en replay, j'ai mon livre qui devrait sortir début 2025, l'école du chiot qui va arriver à partir de la rentrée. Je me remets dans la recherche, je refais de la formation et j'espère reprendre un peu les publications scientifiques. Donc voilà, entendez, ma vie est un nouveau projet constant, mais j'aime bien et du coup, psy en libéral, qui est un peu le truc qui me challenge le plus actuellement, enfin qui me challenge ou qui me fout le track, je ne sais pas encore. Et cette année, qu'est-ce que j'ai découvert sur la relation humain-chien ou sur le chien? Alors cette année, j'ai énormément progressé, je trouve, sur la réactivité. J'avais déjà des bonnes bases, mais là, l'expérience et les lectures m'ont vraiment fait progresser sur une analyse fine et même maintenant sur mes analyses comportementales. Enfin, voilà, je sais que en sortie de thèse, donc pour rappel, j'ai quand même un doctorat en éthologie où je fais ma thèse sur les chiens. Donc je me sentais compétente sur ma connaissance du comportement, mais dans l'application, voilà, j'y allais un peu à tâtons, j'avais pas trop confiance en moi. Alors que maintenant, c'est bon. 2 ans plus tard, je sais lire les chiens. Ça va. Alors, je sais toujours pas exactement lire mon chien. Mais les chiens de clients, ça va, je m'en sors plutôt bien. Et ce que j'ai découvert sur la relation humain-chien, c'est un truc qui me faisait beaucoup flipper quand j'ai débuté, du coup, en tant que comportementaliste canin. C'était les gens. Vraiment, je me suis dit, ça va être le plus dur à gérer. Alors, ok, j'ai mon master de psycho. Mais voilà, je vais quand même avoir du mal avec le côté humain. Et du coup, j'avais surtout peur des gens qui allaient débarquer avec des idées un peu préconçues, genre sur la hiérarchie, ou qui allaient mettre des saccades à leur chien et de me dire je ne vais jamais supporter ça. Et en fait, j'ai trouvé beaucoup d'ouverture chez les gens. Beaucoup d'ouverture au fait que je sois une nana déjà, ce monde un peu de mascu qui peut être compliqué, une ouverture à l'aspect scientifique et surtout un intérêt pour le bien-être de leur chien. Vraiment hyper présent. Ça me fait super plaisir parce que vraiment je ne pensais pas que le monde de l'éducation avait progressé à ce point-là. Et c'est vrai que moi je vis un peu dans un micro-monde de bisounours quoi. Toutes mes potes éduques sont évidemment positifs. Tous les gens que j'inclus qui ont des chiens autour de moi sont évidemment positifs. Donc je sais qu'on est un petit monde. Mais du coup je pensais pas qu'effectivement dans la population générale il y avait autant de personnes qui s'intéressaient au bien-être de leur chien, à cohabiter avec lui, à pas juste être là en train de l'éduquer à la dog ou dog et au contraire vraiment s'intéresser à qu'est-ce qui se passe dans la tête de chien et comment lui apprendre pour qu'il comprenne quoi.
Donc voilà, c'était un long épisode, mais du coup, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, que je suis très satisfaite, comme diraient les gens qui font du yoga, je suis très reconnaissante de ma vie, mais je pense que j'ai mis les pierres aux bons endroits pour en arriver là. Et du coup, je suis plutôt contente de là où j'en suis. Il y a plein de projets évidemment pour 2024, je vous tiendrai au courant. Et du coup, à partir de la rentrée, le podcast continuera à une fois par mois. Je vais faire ma petite ligne édito tranquille cet été, donc s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas. Et pareil, si vous avez vu un article scientifique, pas un article de Psychologie Magazine, qui vous a intéressé, vous vous dites, tiens, ça pourrait intéresser les auditeurs de Dans la tête des chiens, n'hésitez surtout pas. Voilà, sur ce, je vous souhaite des bonnes vacances, déjà, pour ceux qui prennent des vacances. Pour ceux qui ont une pension canine, bon courage, on est dans le même sac. Et je vous souhaite évidemment une bonne journée et ou soirée, et des caresses consenties. À vos toutous! Hello, c'est encore moi, la liste du montage. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles et à partager cet épisode. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. En attendant le prochain épisode, rendez-vous sur Instagram pour voir les monstres dormir, des mèmes pourris, m'entendre me plaindre et quand même avoir des infographies intéressantes. À bientôt!